Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Et Alexandre, dans l'actualité aux États-Unis, évidemment, là, c'est cette deuxième tentative d'assassinat contre Donald Trump qui retient l'attention. En l'espace de 2 mois, la dernière, souvenez-vous, c'était le 13 juillet en Pennsylvanie. Dans ce cas-ci, Donald Trump était sur son club de golf de West Palm Beach en Floride. Et je vous raconte ce qui s'est passé. Il était au trou numéro 5, mais pour des raisons de sécurité, les Secret Service, les services secrets, devancent toujours un peu le président, tu sais, pour au trou suivant, s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Et là, il y a un agent qui voit le canon d'une arme à feu sortir d'un buisson. Alors, l'agent ouvre le feu en direction de cette personne-là. La personne prend la fuite, mais il y a des gens autour qui observent la scène et qui captent sa plaque d'immatriculation et la description de son véhicule, si bien que les agents ont réussi à l'arrêter comme tel. L'individu en question s'appelle Ryan Wesley Routh. Il a 58 ans. C'est un propriétaire d'une entreprise de construction à Hawaï, un gars qui a eu plusieurs démêlés avec la justice. Et au fur et à mesure que les médias américains aussi ont fouillé sur son passé, se sont aperçus que c'est un gars qui a critiqué beaucoup Trump sur les réseaux sociaux, bien qu'il ait voté pour lui en 2016. Fervent défenseur de l'Ukraine, en mars 2022, se disait même prêt à aller combattre et mourir pour ce pays-là. Maintenant, qu'est-ce qui a été trouvé dans les buissons près d'une clôture? C'est quand même assez troublant. Un AK-47, une lunette de visée, 2 sacs à dos et une caméra GoPro. On peut donc présumer que l'individu en question voulait capter, voulait filmer l'assassinat éventuel de Donald Trump. Trump n'a pas été blessé dans tout ça. D'ailleurs, il a commenté sur les réseaux sociaux en disant « Je suis en sécurité, je suis en bonne santé, je me rendrai jamais ». Un geste aussi qui a été condamné par la classe politique, Joe Biden, Kamala Harris, qui était soulagé que Trump allait bien quand même là, dans les circonstances. Ouais. On comprend quand même que le tireur est jamais venu la proximité de Donald Trump. Entre 300 et 500 mètres. 500 mètres, j'ai vu 500 mètres. Ouais. Mais ça soulève quand même... C'est une des questions que beaucoup d'experts en sécurité soulèvent ce matin, c'est... Semble-t-il que cette partie de golf a été décidée, c'était un peu personnel. M. Trump n'avait pas d'activité à l'agenda. À la dernière minute. Elle n'était pas inscrite nulle part. Il a décidé à la dernière minute, je vais aller jouer au golf. Alors, comment l'individu savait, en tout cas, est-ce qu'il s'en allait là à tout hasard de voir passer Trump, mais il avait l'air à savoir que Donald Trump s'en venait, là. Il s'est préparé, il s'est installé au dernier moment. Il y a quasiment des gens qui posent des questions, mais est-ce que les gens, est-ce qu'il y a un coulage dans les Secret Service? Là? Parce que probablement eux faisaient partie ou dans le club de golf, là. Mais comment l'individu pouvait savoir que Donald Trump allait jouer à ce terrain-là, cette journée-là, à cette heure-là, à ce moment-là, qui s'en venait? Il y a un questionnement. Bon, l'autre questionnement, est-ce qu'il est bien protégé? C'est certain qu'on commence là, l'enquête sur la tentative précédente où les services secrets ont l'air fous un peu. Ils ont très mal paru. Ils ont très mal paru. Mais là, dans ce cas-ci, on peut dire, regarde, ils sont intervenus, ils sont là au trou d'avant, et ils sont là pour ça, ils l'ont vu, ils l'ont repéré, ils ont tiré en direction. Parce que la première nouvelle, c'est des coups de feu ont été tirés à proximité de Donald Trump, mais d'abord, les coups de feu ont été tirés par ces gens de protection. Là, aucun coup de feu a été tiré par l'individu. Mais quand même, il s'approchait dans les distances où ce type d'arme à feu peut se rendre. Donc, ça, c'est... Est-ce qu'il va jouer maintenant, l'autre question, est-ce qu'il va jouer ça politiquement à son avantage? Je le voyais hier dire, j'abandonnerai jamais, ils veulent nous empêcher, mais moi je suis là, je vais me battre pour les Américains. Bon, on comprend qu'on essaie de retourner ça, mais il reste que, c'est une chose de dire, il veut le retourner politiquement, il doit trouver ça tannant pareil. C'est 2 fois en 2 mois. Là. Quand des canons d'armes à feu sont pointés vers toi 2 fois en 2 mois, il y a un point où tu y réfléchis quand même. De retour chez nous, donc rentrée parlementaire à Ottawa qui est, peut-être là, une rentrée parlementaire d'une session qui ne durera que quelques jours. Il n'est pas impossible que le pays soit plongé en élection. Tous les scénarios sont sur la table, Mario, effectivement. On connaît l'intention de Pierre Poilievre et les conservateurs, puis ils l'ont réitéré hier. Eux étaient réunis du côté d'Ottawa pour préparer la rentrée. Dans un point de presse, Pierre Poilievre a martelé encore une fois qu'il voulait faire tomber le gouvernement Trudeau le plus rapidement possible, entre autres sur la taxe carbone. Il y a des fenêtres aussi. Les gens se disaient, est-ce que ça va se faire en jouant un peu des fois avec le calendrier? Mais le gouvernement libéral a laissé entendre qu'ils vont pas jouer avec la procédure parlementaire. Donc, si les conservateurs déclenchent une élection, ils la déclenchent. Mais évidemment, ça leur prend l'appui
du NPD et du Bloc. Et voilà, et là, ce sera ça l'enjeu. On sait que le NPD a déchiré l'entente avec les libéraux de Justin Trudeau. Le Bloc québécois, c'est sûr que les conservateurs martèlent sur ce clou-là, même dans les publicités qu'on entend au Québec, c'est le Bloc libéral. C'est donc, on adapte la version publicitaire. Ce qu'on dit du côté du Bloc québécois, c'est qu'on va y aller cas par cas. S'il y a un enjeu qui est favorable pour le Québec, si on peut faire un gain pour le Québec, ben on peut appuyer le gouvernement. Si c'est pas le cas, un autre scénario sera envisagé. Mais quand tu regardes les sondages aussi, Mario, puis le dernier Abacus, là, c'est 21 points d'avance de M. Poilievre contre M. Trudeau. L'écart augmente. Là. Et ce qui nous amène à l'autre chose qui rend cette journée folle, c'est qu'il y a 2 élections partielles dans des comtés qui sont devenus très symboliques. Et il y a 2 chefs, à mon avis, là, Justin Trudeau et Jack Metzing, dont les troupes vont paniquer s'ils n'obtiennent pas le résultat souhaité dans les partielles. Ah ben ça, c'est clair, parce qu'il y a une partielle qui est à Winnipeg, qui est un château fort du NPD, mais plus près de chez nous, l'autre, c'est dans la salle Aymar-Verdun, qui est un fief, un château fort libéral. Mais quand on regarde les derniers sondages, c'est une course à 3 entre Louis-Philippe Sauvé du Bloc, Laura Palestini du Parti libéral et Craig Sauvé du NPD. Donc, selon le dernier coup de sonde, c'est même le Bloc qui est en avance dans ce fief libéral, ce fief rouge-là. Donc, Sauf qu'il faut rester prudent. Dans une partielle, ça va peut-être... En ville, avec le taux ça de va peut-être voter participation d'un 33 35 Donc, c'est-à-dire que les 2 tiers des électeurs vont pas voter. Alors, qui... Tu sais, le sondeur, il sonde, là, mais qui ira vraiment mettre son bulletin dans les urnes? Sortir le vote. Mais là, Mario, les libéraux ont perdu Toronto-Saint-Paul il y a quelques mois. Qu'on disait aussi un château fort. Un château fort libéral. Donc, s'ils perdent aujourd'hui, c'est comme si ça dit aux libéraux, votre chef, Justin Trudeau, dans les 2 grandes villes fortes libérales du pays, là, Toronto et Montréal, il est plus capable de gagner ses châteaux forts. Fait qu'il est capable de gagner quoi? Plus rien, là. Fait que tu fais quoi avec un chef qui gagne plus, là? Bon, tu peux toujours te consoler en disant, dans le passé, on a vu ça, qu'un parti politique perde une partielle, puis 3 mois après, regagne le même comté, là, que les gens ont voté dans une partielle pour passer un message de protestation, mais à la vraie élection, on réélu le parti qui était son château fort. Tu peux te consoler en te disant ça. Mais tu sais, la nervosité, on l'a vu au caucus, la nervosité existe chez les libéraux. Il y a un questionnement du leadership de Justin Trudeau. Fait que lui, il doit espérer gagner dans la salle Aymar-Verdun aujourd'hui. Finalement, on se parle de la campagne publicitaire qui est lancée. Là, on revient au gouvernement du Québec. On parle d'une campagne presque sans précédent là, en termes de promotion du français. 2,5 millions de dollars. Et l'objectif de cette campagne-là, qui est lancée par le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, et c'est dans le journal ce matin, c'est vraiment d'inviter les Québécois à exiger le français, que ce soit au travail, mais que ce soit dans les commerces aussi, au cinéma. Alors, il y aura des messages qui seront placés dans les quartiers anglophones ou même multiethniques en disant que le français, ça se parle ici aussi. Et on a quelques exemples qui sont tirés de cette campagne-là. On s'attaque entre autres au Bonjour Aïe. Je vous lis l'extrait. Le français, ça commence par bonjour. Alors, on passe des messages. Après ça, le français, ça se parle aussi ici. Le français, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, voyez un peu le ton. Qu'il y en aura même sur les bandes du Centre Bell. Ben oui, c'est ça. Même le Canadien, effectivement, t'as raison. Une campagne publicitaire qui pourra être vue aussi sur les bandes du Centre Bell. Et moi, j'aime quand même mieux celle-là que l'année passée, c'était le Faucon. Là. Ça avait coûté à peu près un demi-million. Un peu sketch. C'est un barbare comme message. Là, c'est clair, simple et clair. Ça a le mérite d'être clair, effectivement. Et c'est ciblé aussi à des endroits où il y a un enjeu là, de la langue française, Mario. Il y avait un conciliateur nommé depuis plusieurs mois dans la négociation entre le gouvernement et la FIC. Et le conciliateur serait arrivé en fin de semaine avec une proposition peut-être acceptable. En tout cas, une nouvelle offre qui a été déposée par le conciliateur. Tant le gouvernement aussi que la FIC ont confirmé le dépôt de cette offre-là. On sait que depuis la dernière fois que les syndiqués de la FIC avaient rejeté l'offre du gouvernement, on était face à une impasse. Le ton avait même monté aussi publiquement. On se disait, coudonc, ça regarde vraiment pas bien cette histoire-là. Aujourd'hui, à surveiller, il y aura une rencontre entre justement la FIC, les syndicats affiliés, et depuis maintenant 500 jours, ils sont sans contrat de travail, les membres de la FIC. Et si on se rapporte au printemps dernier, c'était quand même à 61% que les membres avaient rejeté l'entente de principe. Et dans le Devoir, à ce moment-là, on avait rapporté que la FIC avait aussi, puis là, c'est une date à surveiller, le 19 septembre, demandé à ses membres de refuser de faire du temps supplémentaire comme moyen de pression. Alors, est-ce que
est-ce que l'offre qui a été déposée par le conciliateur, est-ce que ça va enlever un petit peu de pression? Est-ce que la marmite sera moins sur le point d'être en situation d'ébullition? On verra bien, là, Mario. Ouais, mais c'est ce moyen de pression-là commençait à être mal reçu. Là. Plus on s'approchait de l'échéance, même le Conseil pour la protection des malades, ce refus systématique de faire du temps supplémentaire, c'était contesté là, comme moyen de pression parce que quand tu parles d'un moyen de pression qui prend directement en otage la population, celui-là allait affecter directement les services de santé. Parlant de santé, est-ce que les femmes en médecine, c'est tout un dossier là, du journal en fin de semaine. Est-ce que les femmes en médecine travaillent moins, en tout cas semblent moins payées? Il y a des femmes qui se défendent. C'est la pratique au complet qui change. Oui, c'est intéressant ce dossier-là, tu as raison. Puis bientôt, dans quelques années, les femmes représenteront 70% des médecins au Québec. Et il y a effectivement des chiffres assez révélateurs en ce qui concerne la rémunération ce matin dans le journal, où on apprend que les femmes médecins gagnent en moyenne 105 000 $ de moins que les hommes, selon les données de la RAMQ. Et là, ça touche 36 des 37 spécialités médicales au Québec, où les hommes ont des revenus supérieurs aux femmes en 2023. Alors, si on regarde la moyenne chez les hommes, 420 000 $, 315 000 chez les femmes. Alors, c'est un écart qui est quand même important. Il y a des... faut voir aussi, en ce qui concerne, par exemple, la médecine familiale, où il y a un pourcentage de femmes médecins qui est beaucoup plus élevé aussi que les spécialités, où je parlais justement avec une vice-présidente de la Fédération des médecins omnipraticiens en fin de semaine, à Salut Bonjour, qui me disait, c'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire aussi. Puis le dossier de nos collègues du journal démontrait qu'il y avait encore un certain boys club dans certaines pratiques médicales un peu plus spécialisées. Alors, ça fait quand même réagir. Ce qu'on nous disait, puis ce qu'on mettait beaucoup de l'avant dans ce dossier-là, c'est l'approche aussi qui est différente. Parfois, on prend un peu plus de temps avec le patient, alors que les hommes peuvent voir les patients aux 10 minutes. Là, avec une femme médecin, c'est un petit peu plus... On prend un peu plus le temps de s'asseoir, de discuter. Donc, étant payé à l'acte, on fait moins de cas à la fin de la journée. C'est ça, puis il y a toute la conciliation travail-famille aussi. C'est une réalité auquel il faut quand même prendre en considération. On a évité la grève chez Air Canada. Oh oui, et là, on sentait le soupir de soulagement de bien des voyageurs. Ça s'est fait dans la nuit de samedi à dimanche. Entente de principe à la toute dernière minute entre Air Canada et le syndicat des pilotes. Maintenant, qu'est-ce que ça inclut? On comprend que oui, il y a des hausses salariales, de meilleures conditions de travail, mais les détails n'ont pas filtré. Pourquoi? Parce que d'abord, les syndiqués vont devoir se prononcer sur cette entente de principe-là. Ça va se faire d'ici le prochain mois. Mais quand même, il était plus que minuit moins une, Mario, parce qu'on se dirigeait vers un conflit de travail mercredi, le 18 septembre. Mais, par contre, la date fatidique était dimanche parce qu'il y a un préavis de 72 heures à donner. Là, c'est ça. Donc, le préavis allait être donné dimanche matin. Oui, et le syndicat disait, attention, là, oui, on a peut-être la possibilité de déclencher une grève, mais rien ne nous dit que ce ne sera pas un lock-out. Alors, on sentait vraiment que la pression montait beaucoup dans la journée de samedi, mais visiblement, coup de théâtre, il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant la nuit. Les deux parties ont réussi quand même à se rapprocher et le syndicat a salué en tout cas l'accord qui avait été mis sur la table et qui mettait officiellement fin à un contrat de travail vieux d'une dizaine d'années là, qui semblait un peu désuet. Mais j'ai l'impression qu'on va en reparler plus tard dans l'émission avec le professeur Ibrahimi, mais j'ai l'impression qu'une partie du public a quand même pris conscience que les pilotes, puis on comprend leur énorme responsabilité, là, quand tu as 300 personnes en arrière à amener à bon port, puis leur survie en dépend, mais que les pilotes, c'est un métier, c'est un travail très, très bien rémunéré. Là. On parle que les pilotes des gros porteurs étaient, après quelques années d'expérience, à 350 000. Ils avaient refusé une offre là, qui les augmentait de 30 %. Là, on dit que ce qui serait l'entente serait plus autour de 42 % d'augmentation sur 4 ans. Ce qui veut dire, au bout des 4 ans, calcul rapide, t'es pas loin du demi-million. Là. T'es aux alentours de 490 000 par année. C'est... Beaucoup d'argent. C'est des bons salaires. C'est des bons, très, très bons salaires. Qu'est-ce qui se passe avec les ventes de véhicules électriques? Elles ont explosé, Mario. En fait, on bat des records, sincèrement, là, depuis l'annonce. On nous parle d'un ralentissement à l'échelle mondiale, mais pas chez nous. Ah non, pas chez nous. Surtout avec l'échéance aussi. C'est un peu une course contre la montre, parce qu'on sait que les subventions au Québec vont diminuer. Là, actuellement, jusqu'au 31 décembre, si vous faites l'achat d'un véhicule électrique, ou en tout cas si vous le louez sur 48 mois aussi, vous avez 7 000 $ du gouvernement du Québec. Mais ce 7 000 $, à partir du 1er janvier, va passer à 4 000. Après ça, ça va réduire l'année suivante à 2 000 pour ensuite
Finalement, il en restera plus, il n'y en aura plus. Pour le fédéral, c'est reconduit pour l'instant, là, le 5 000 $, mais éventuellement, c'est comme... Il y aura une fin à ça aussi. Alors, 33 900 véhicules électriques qui ont été achetés en sol québécois lors du deuxième trimestre. Ce sont des chiffres de Statistique Canada. Ça, c'est un record, Mario, de ce côté-là. Et quand on regarde globalement au Québec, il y a maintenant plus de 300 000 véhicules électriques. Et l'objectif du gouvernement, c'est 2 millions de voitures électriques d'ici 2030. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est qu'à partir du moment où les subventions vont diminuer, puis si les constructeurs ne baissent pas les prix, est-ce que cette cadence-là va être capable d'être suivie là, pour atteindre cet objectif-là? Et à un moment donné, moi, je vois un problème de borne aussi. Ah oui, ça Parce va être que un là, enjeu. c'est pas si pire, C'est déjà, moi, j'ai un hybride. Je suis pas mal pris. J'ai un hybride rechargeable, mais je suis souvent pas capable. Des moments où je voudrais le brancher puis qu'il n'y a pas de place. Mettons, il y a 2 bornes, il y a 3 bornes, sont toutes prises. Puis il me semble que ça arrive de plus en plus souvent. Oui, mais quand on fait de la longue route, là, on part très, très tôt. Et dès qu'on arrive dans les régions comme la Côte-Nord ou quand on est allé en Nouvelle-Écosse, c'est compliqué. Il n'y a pas nécessairement des bornes rapides partout. Mais si tu vas à Bécomo, par exemple, là, c'est important d'être full à Malbaie là, parce que ça se peut que tu ne te rendes pas à Bécomo. Là. Bien, c'est sûr qu'actuellement, moi, pour voyager beaucoup, là, je suis rendu à 84 000 km en électrique en à peu près, même pas 2 ans. Puis, il n'y en a pas assez. Moi, on connaît je pense qu'on a tous nos mêmes trucs. Là. Quand on roule électrique, on a nos spots, là, nos petits coins qu'on ne veut pas trop ébruiter parce qu'on veut pas Allez trop... pas à Yamachiche. Non, mais il n'est pas rare que même dans certains endroits, même s'il y a, je sais pas moi, 6 bornes de recharge rapide, là, des 50, des 100 kWh, qui nous permet de recharger, si vous connaissez un peu moins les véhicules électriques, en quelques minutes, aller chercher quand même un certain pourcentage de batterie. C'est pas rare, des grosses fins de semaine occupées, là. Bon, faites du travail. Quand il y a le Festival Western de Saint-Tite, là, il y a beaucoup de monde sur la route. Par exemple, sur l'autoroute 40, moi, des fois, je suis obligé de faire 2 places. Là. J'arrête à une place, tout est plein. Là, je vais à mon deuxième petit spot. Là, je réussis quand même à me recharger, mais c'est clair que ça rallonge les Là, tu étais chanceux chanceux parce qu'il faisait beau, mais si on avait ajouté beaucoup de vent puis qu'on avait ajouté de la neige... l'hiver, si t'ajoutes le froid, là, toutes les batteries sont un peu moins fortes. Ça, c'est clair. Tu veux me parler de subventions? Ben, en fait, c'est parce que c'est un retour sur la réforme de la loi sur la protection du consommateur. Ça avait été lancé et présenté par le ministre Simon Jolin Barrette. On a parlé beaucoup des pourboires, mais il y a différents aspects à ce projet de loi-là, puis dont un qui est intéressant, puis ça fait un lien avec le domaine de l'automobile. Les fameuses balloons dans le monde de l'automobile. Je te donne un exemple, Mario. Je sais pas, moi, j'ai un véhicule, je veux changer de véhicule, j'achète un nouveau véhicule de 50 000 $. Et moi, j'ai un véhicule en échange que je donne, puis le concessionnaire, il me donne 25 000 pour. Ben, le problème, moi, sur le prêt, il me reste encore 30 000 à payer. Alors là, moi, j'ai une équité négative de 5 000 $, ce qu'on appelle balloon. Et souvent, c'est refinancé dans le prochain prêt, tu sais. Le problème et l'enjeu dans ce dossier-là, c'est que des fois, c'est pas toujours très, très clair. Et dans cette réforme-là, de la réforme de la loi sur la protection, on veut forcer du côté du gouvernement les concessionnaires à être beaucoup plus transparents. Dans le cadre, par exemple, de la vente d'un véhicule, et quand il y a une balloune comme ça, pour donner plus d'informations aux consommateurs, et ça risque d'être quand même bénéfique, c'est-à-dire que ça va être permis encore, ceux qui veulent le faire, même si mais ça va être clair que c'est ça. Mais au moins, ça va être clair. Mais ça, financièrement, là, quand tu es en équité négative, c'est-à-dire quand il te reste plus à payer, endure-le, ton char. À moins vraiment que tu n'en peux plus ou qu'il ne correspond plus à tes besoins, tu viens d'avoir un enfant, puis ton auto n'est pas adapté. Mais c'est vraiment pas une bonne décision financièrement de le changer. Festival de films de Toronto. C'est Sophie Deraspe qui remporte le meilleur film. C'est donc une Québécoise avec son film Berger. Ça raconte l'histoire d'un employé qui travaille ici à Montréal dans une agence de marketing, puis finalement quitte tout pour se diriger dans le sud de la France et devenir berger. Donc, il va guider les moutons. C'est le film qui a séduit finalement le jury. Le film va prendre l'affiche au Québec le 15 novembre, mais c'est pas la première fois que Sophie Deraspe remporte au TIFF. Elle a aussi eu les grands honneurs en 2019 avec le film Antigone qui avait fait énormément réagir. Et petite mention également au film canadien Une langue universelle du réalisateur manitobain Matthew Rankin, mais il est originaire de Montréal. On sait que ce film-là, d'ailleurs, a été sélectionné pour les Oscars. C'est le film qui devrait nous représenter pour meilleur film en langue étrangère. On sait qu'il y aura la finalité de tout ça des films là, vers la fin de l'année, mais quand même, ça veut dire que ça augure très, très bien pour ce film canadien. Mais il y avait le Festival des films à Québec aussi. Sérieusement, là, eux autres n'ont pas vu le soleil en fin de semaine. Là. Ils se sont dévoués pour la science et pour l'art.
Oscars. C'est un film québécois qui remporte. C'est le long-métrage Le Dernier Repas. Ça a été tourné en français et en créole. Ça raconte l'histoire d'un père mourant qui n'a pas vu sa fille depuis 20 ans, puis ils auront la chance de discuter avant le grand départ. C'est Maryse Le Gagneur qui a tricoté cette histoire-là. Elle, ce qu'elle voulait, c'est montrer une communauté qui est invisible souvent. Elle veut avoir un impact pour la diaspora haïtienne. Alors, c'est ce qu'elle veut faire. Puis, elle était impressionnée parce qu'elle dit, mon film n'est même pas en salle présentement, puis je gagne ce prix-là. Pour elle, c'était inespéré. Le film est en salle le 27 septembre et il y avait sur le jury un certain Ricardo Troggi qui s'est tapé, comme on dit en bon québécois, une multitude de films pour être capable de bien juger. Alors, il n'a pas vu cette séquence de beau temps, malheureusement. On le salue bien bas. Et au sport, ben là, en fin de semaine, c'était le tournoi des recrues. On a eu un match entre les jeunes du Canadien et les jeunes des Maple Leafs. Et là, on sent qu'on s'approche de la vraie saison. Ouais, avec le tournoi de golf du Canadien, c'est toujours un peu le traditionnel coup d'envoi de la saison médiatique de l'équipe. T'as raison, en fin de semaine, camp des recrues. 2 défaites contre les jeunes Leafs, le 4-3 samedi, 5-4 dimanche. Mais on a eu des beaux flashs quand même de Lane Hudson, de Logan Mailloux puis d'Owen Beck. Et le Centre Bell bien plein. Oui, le Centre Bell bien plein pour un match justement du camp des recrues. Par contre, on dit ça, mais je pense que pour bien des familles, des parents avec des jeunes, c'est ça. C'est une façon d'aller au hockey, d'aller au Centre Bell à moins de 250$. Oui, exactement, c'est ça. Un prix raisonnable. C'est une belle sortie. C'est pas négligeable. Non, c'est ça. Et au football du dimanche, plusieurs matchs qui ont retenu l'attention. Quelques grosses surprises, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, une guerre de tranchées entre les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City. Un gros spectacle des corps arrière, Pat Mahomes et Joe Burrow. Mais à la fin, comme le fait souvent Pat Mahomes, brillante séquence offensive. Et, mais réglé par l'arbitre, quand même. Oui. Réglé. Je sais qu'il y a eu tout un débat sur les... Moi, je déteste, ça a été les Patriots, maintenant c'est les Chiefs, c'est des dynasties. Je sais que certains vont dire non, la punition était justifiée. C'est 4e et 16, le match est fini, les Chiefs sont perdus. L'arbitre lance un mouchoir. Ah, tiens, les Chiefs ont gagné. C'est l'arbitre qui décide du sort du match. Ouais. Est-ce qu'il y avait interférence sur la passe? OK, non, le gars, moi, dans ma tête, il jouait le ballon. Il y avait une autre punition très claire des Chiefs pour avoir retenu ailleurs sur la même séquence. Finalement. Les arbitres ont juste vu la punition contre les Bengals et ont donné, ni plus ni moins, donné le match aux Chiefs. Mais les Chiefs sont devenus les nouveaux chouchous de la Ligue, là, donc j'enlève rien à Pat Mahomes, puis c'est une grande équipe. Mais hier, à mon avis, les Bengals avaient gagné ce match-là. Et écoute, c'était fini, là. Puis tu vois le mouchoir, puis c'est l'arbitre qui dit non, c'est les Chiefs qui vont gagner. Tu vois, encore les Chiefs. 26-25, un placement de 51 verges. Et en cyclisme, Tadej Pogacar a remporté le Grand Prix cycliste de Montréal. Tellement impressionnant, regardez ça, là, le cyclisme. Je capote là-dessus. Ouais. C'était beau. Des gens qui ont un bon cardio, là. Hey, ça prend du mollet. Ouf. Ça prend du cardio. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.